présenter le projet, qui est souvent évoqué par Fabrice durant les repas de société, comme quoi la blockchain c'est innovant, une tech qu'on en fait, et rarement il aborde plus le sujet en fait. Et ici, c'est de découvrir ce que c'est la blockchain rapidement, et concrètement comment elle s'implémente dans le secteur public luxembourgeois. Et alors pour commencer, en fait, on va décrire ce que c'est qu'une blockchain assez rapidement, pour vraiment savoir les bases de discussion. Ici, pour moi, une blockchain, c'est un système informatique partagé. On ne va pas parler de Bitcoin ou d'Ethereum, on va vraiment parler ici de SI. Et c'est un système peer-to-peer. Et quand on développe un système de blockchain, c'est vraiment le point le plus important, c'est que l'information est toujours partagée entre tout le monde. Et les use cases et comment l'architecture va être décrite derrière, il faut toujours avoir en tête que tout est partagé et qu'on n'a pas un point central qui va tout gérer. Et qui, chez moi, peut voir que la blockchain, les données sont sur tous les nœuds du réseau et qu'on n'a pas un point central, mais vraiment un diagramme en étoile où la connexion elle est multiple et partout et pas vraiment, comme je disais, un point central sur un serveur unique. Avec la blockchain, pourquoi son nom blockchain? Ici, un truc important, c'est une blockchain qui est partagée, tout le monde a les données, fait pour les lire les données, on peut faire ça en local, c'est rapide, mais quand on veut écrire une donnée sur la blockchain, il faut la partager à tous les membres du réseau. Et on a plusieurs concepts importants ici. Avec le premier, la transaction, qui va faire passer ma blockchain d'un état A à un état B, que moi je peux émettre, que mes partenaires peuvent émettre, que des personnes que je ne connais pas peuvent émettre dans cette blockchain. Et on va toutes les regrouper ensemble dans un bloc. Et ce bloc va être partagé à tous les membres du réseau. Et en étape 4 ici, une fois que le bloc avec des transactions a été partagé, on peut avoir plusieurs blocs concurrents qui sont émis. Mais le consensus va dire, ce bloc-là, c'est lui qu'on va prendre, ces transactions, c'est elle qu'on va valider. Et on va les rajouter à la chaîne de blocs qu'on a ici pour vraiment avoir ce système ici de validation de transactions où le moment où on a voulu mettre une transaction qui a été envoyée, mise dans des blocs partagés, il y a un temps assez important. Et une fois que le consensus qui décide quel bloc valider, le bloc est ici, s'il est dans la blockchain, il devient immutable et la transaction est considérée comme validée. Voilà, c'est vraiment les concepts importants ici. Et ensuite, naturellement, une fois que le bloc a été validé, tout le monde l'a reçu et on a une version unique de l'état de la blockchain. Et cette liste chaînée de blocs représente vraiment cette liste de blocs, cette bloc de chaîne de blocs. Avec les trois caractéristiques à avoir en tête pour la suite de la présentation, c'est que la blockchain elle est distribuée. Comme la première slide, j'ai montré que l'informatique est partagée, les serveurs sont hébergés un peu partout. Décentralisée. C'est un autre point intéressant, c'est qu'il n'y aura pas de gouvernance centrale qui va dire cette blockchain, ok, on la partage, mais une seule entité la contrôle. La blockchain est gérée par tous les participants. Il n'y a pas une entité centrale qui va dire, au final, cette blockchain, ces données-là, on la retire. Non, c'est vraiment tout le consensus qui va se mettre d'accord pour faire une action sur cette chaîne. Et la troisième caractéristique, c'est que c'est immutable. Pareil, je ne contrôle pas la blockchain tout seul. Je ne peux pas dire, j'ai fait une erreur, tiens, je vais rollback cette transaction ou je vais refaire un backup. Il faut que tout le monde soit d'accord dans ce système décentralisé. Et ça impose des contraintes aussi. Et ces contraintes, on va essayer de les voir aussi avec le secteur public. Et on va d'abord commencer par définir ce que c'est que le secteur public au Luxembourg. Et pour cela, j'ai défini un échiquier assez simplifié du secteur public luxembourgeois, avec juste les ministères, l'État et les communes, sans parler de la CSSF, de la CNS. Et j'ai choisi ces répartitions en trois entités, ministère, État, commune, parce qu'en fait, l'informatique va être gérée, par exemple, pour l'État et la ville du Luxembourg par le CTIE, que tout le monde connaît. Les communes, elles, vont être gérées par un syndicat, le ZIGI, avec le ZIGI pour syndicat intercommunal de gestion informatique. Et les ministères, eux, vont être gérés de manière soit indépendante, comme le ministère de l'Éducation, ou alors gérés par l'État et le CTIE. Et ce qui nous amène à une situation aujourd'hui, par exemple, le ministère de l'Éducation peut émettre des diplômes publiquement, des diplômes de réussite à un examen ou à l'école, de manière indépendante. L'État, à côté, lui, peut émettre des permis de pêche pour avoir le droit de pêcher dans le pays. Et les communes, elles, de manière indépendante toujours aussi, peuvent émettre des documents du type point rouge, qui sont des autorisations à bâtir. Si vous faites attention au Luxembourg, on en croise vraiment partout. Et ces documents-là sont émis, eux, par les communes. Avec un petit rappel aussi sur la vision de la politique un peu du gouvernement, qui est à peu près ici même qu'en France. On a deux gros axes majeurs pour l'informatique, qui est la simplification administrative et la digitalisation.
Et dans l'exemple que j'ai montré juste avant avec les documents qui sont vraiment gérés de manière indépendante, on a un but aussi dans cette simplification administrative et digitalisation, c'est aussi de partager les documents, que les administrations se recoupent et qu'elles ne soient pas toutes indépendantes l'une de l'autre. Et ce partage de documents, il arrive aussi avec deux grands axes principaux que cette blockchain va essayer de résoudre, c'est la vérification de documents et la limitation de la fraude. Parce qu'aujourd'hui, ces documents papier, par exemple les vignettes de parking, concrètement, quand c'est un installation commune et qu'on demande une vignette de stationnement, c'est un fichier Word qui va être dicté par le fonctionnaire, ou l'employé communal, pardon, et il va l'imprimer, on va le coller sur notre pare-brise, et il n'y a aucun moyen de vérifier si c'est un vrai ou si c'est un faux. Donc on peut facilement le falsifier, et si la policier qui va vérifier, est-ce que j'aurais garé ici, il va regarder. Ça a vue d'œil, ok, c'est un vrai, c'est un faux, mais il n'y a aucun moyen de vérifier. Par rappeler la commune, est-ce que la plaque d'immatriculation, c'est bien la bonne personne. Et voilà, il y a des grosses fraudes possibles actuellement au Luxembourg, si ça vous intéresse. Mais plus pour longtemps, normalement. Et voilà, on a parlé vraiment de se vérifier les documents, imiter la fraude. On pourrait se dire, ce serait facile, on met un système unique, on vérifie est-ce qu'un document imité par l'État, est-ce qu'il est officiel ou pas. On a toujours une contrainte ici, c'est garantir l'indépendance d'entité. C'est le gouvernement ne peut pas dire aux communes, vous passerez par le CTIE pour mettre vos documents. Ça ne marchera pas. Les communes restent indépendantes du gouvernement. Et si elles décident de passer par le CTIE, c'est leur propre choix. Sinon, elles restent entre elles dans leur syndicat, le ZEGI. Et comment cette blockchain, en fait, ici, va pouvoir nous permettre de se connecter à ses besoins et ses contraintes. Déjà, cette blockchain, comme je l'ai dit, permet de garantir l'indépendance des acteurs et d'arriver à cette plateforme commune, en fait. Et cette plateforme commune, elle va permettre de fluidifier l'accès et le transfert de preuves entre les acteurs pour vraiment avoir un framework informatique commun qui va communiquer. Et grâce à ce framework commun, d'avoir un accès unique sur un système informatique pour diminuer les coûts de contrôle et diminuer la fraude aussi. On n'aura pas à dire je dois appeler la commune d'Espérance, la commune de Bouled, ah non, en fait ça c'était l'État. Et voilà. Le but c'est vraiment d'avoir un framework commun ici de vérification. Et donc de faciliter la collaboration entre le secteur public et potentiellement aussi le privé, car ces documents émis par le secteur public sont aussi beaucoup utilisés par les banques. Par exemple, pour les prêts étudiants, où les banques ont le droit d'en émettre un, et qu'un étudiant a le droit d'en récupérer un seul prêt étudiant, potentiellement, on pourrait avoir cette information dans une blockchain que toutes les banques pourraient réutiliser. Alors, pour parler un peu technique, cette blockchain, on n'utilise pas une blockchain publique comme Ethereum, on utilise vraiment une implémentation privée pour notre use case à nous, pour rester maître de cette blockchain au Luxembourg. Et là, cette blockchain privée, elle assure l'indépendance et aussi un peu la coopération entre les différents acteurs. On utilise Ethereum concrètement avec le client Go Ethereum sans aucune modification. C'est-à-dire qu'on part sur une blockchain privée, mais on utilise quand même les technologies qui ont été vraiment éprouvées par le public ces dernières années. Et on ne réinvente pas la roue, on ne développe pas un nouveau client, une nouvelle technologie, on réutilise ce qui existe déjà. Et en plus d'utiliser les clients qui existent déjà, mais c'est aussi les librairies et les standards des chaînes publiques, fait qu'à savoir le langage de smart contract Solidity, et les différentes librairies, comme je disais, les implémentations qu'on peut trouver d'OpenZeppelin ou de Gnosis. Voilà. Mais concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe à cette blockchain? Là, j'ai fait un rappel rapide sur la politique, sur la technologie. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce projet a commencé mars 2019 pour nous, côté Intech, on va dire, du moins l'implémentation, des discussions en amont, fin 2018, pour en fait digitaliser et mettre dans la blockchain ce certificat type point rouge. Voilà, cette blockchain en fait est arrivée aussi côté Ziggy. Il y a eu la vision, l'envie de la blockchain, permet la collaboration, permet l'indépendance. Il y a du potentiel. C'est vraiment la blockchain ici qui s'est dit il y a moyen de faire quelque chose aussi pour le secteur public luxembourgeois. Maintenant, on sait qu'il nous en faut une, on le sent, mais quels sont vraiment nos besoins et quels sont nos use cases possibles. Ce n'est pas le use case qui se dit quelle serait la technologie à utiliser qui serait une blockchain. C'est vraiment la blockchain qui a amené des nouvelles manières de penser. On s'est dit, tiens, là, on peut faire des trucs avec. Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec cette blockchain? Parce que vraiment, la méthodologie est vraiment différente. Et voilà, ça fait qu'il y a un état d'esprit qui a dû vraiment changer ici pour cette collaboration. Et voilà, comme je disais, certification de point rouge pour vraiment le premier use case de test sur cette blockchain.
Et en fait, à la base, en mars 2019, cette blockchain devait être une blockchain des communes. Là, il n'y a pas encore de CTIE, de ministère, c'était le ZIGI, un syndicat intercommunal. On a plein de communes, donc potentiellement on peut en mettre plein de nœuds partout, dans une belle blockchain interconnectée. Mais en fait, ce qui s'est passé, pardon, un peu trop vite, donc voilà un nombre de points rouges qu'on avait en fait au bout de, je crois que c'était en mai ou en juin celui-là, on avait intégré un QR code sur le point rouge, et ce QR code représente en fait un hash du document qui a été stocké dans la blockchain, et au lieu d'avoir juste un document papier où on le voit, est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est un vrai, qui est assez facilement falsifiable, qu'on voit vraiment que c'est un template Word traditionnel, avec ce QR code, on a une signature numérique, on peut vérifier est-ce que le document est vraiment valide, c'est une bonne signature, et grâce à la blockchain, on peut aussi vérifier en ligne si le document est toujours valable, si la signature n'avait pas été volée et falsifiée. Voilà. Et ensuite, le CTU a rejoint cette blockchain vers le début de l'été 2019. Alors, le CTU n'a pas rejoint du jour au lendemain. En interne, avec la Commission européenne, ça fait des POC sur la blockchain aussi. Mais la blockchain ici qu'on a implantée pour le secteur public a été initiée côté ZigBee. C'est vraiment le CTU qui a rejoint cette blockchain après. Mais il y avait déjà des initiatives de leur côté sur la technologie. Et avec l'arrivée du CTIE, les besoins de cette blockchain ont un peu changé. On n'était plus juste dans la certification de documents, mais le besoin a grandi pour être un socle commun de blockchain pour le Luxembourg et potentiellement inclure encore plus d'acteurs derrière. Fait qu'on est passé derrière sur une blockchain du service public, où il manquait quelques ministères, peut-être la CSSF, la CNS, mais on avait déjà toutes les communes et la ville du Luxembourg. On avait vraiment une blockchain qui a pris de l'ampleur. Et le CTU a rejoint cette blockchain aussi sans forcément du use case immédiat. À ce moment-là, ils ont rejoint la blockchain, on est d'accord d'héberger des nœuds, mais on n'a pas forcément du use case. On va vous observer d'abord comment ça se passe avec le point rouge et potentiellement vous rejoindre derrière. Mais quand même, le CTU a apporté un autre élément à l'équation, qui s'appelle GovCheck. J'ai beaucoup parlé de la démission de documents à la blockchain, mais il y a aussi la vérification de documents. Vous avez parlé d'un framework commun pour vérifier un document. Le CTU a apporté GovCheck. Alors GovCheck, qu'est-ce que c'est? C'est une application existante. Donc là, on peut la trouver sur tous les stores Android et iPhone, et on peut vérifier les documents officiels avec. Et en fait, pour l'instant, sur GovCheck, on peut vérifier les documents officiels émis par le CTIE, c'est une application CTIE. Par exemple, les permis de pêche, on peut le scanner et vérifier avec un QR code aussi que le document existe. Et GovCheck a la particularité que cette vérification de signature elle est offline. Il n'y a pas de vérification en ligne, c'est un simple système de signature de clé privée qui est publique. Avec les clics dans l'application, on vérifie le QR code, effectivement, c'est bien le bon document. Et il y a des discussions pour que GovCheck évolue et se connecte à cette blockchain et puisse non pas vérifier les documents émis par le CTIE, mais les documents émis par n'importe quelle entité publique. Et sachant que la blockchain, pour l'écriture dans la blockchain, chacun reste indépendant avec ses propres nœuds, fait que le CTIE ne devient pas prestataire de l'émission de documents, mais devient juste un prestataire de lecture de documents, et que chaque commune reste maître de l'émission de ces documents. Et GovCheck n'est qu'une interface pour vérifier l'authenticité d'un document. Je mets un point sur la coordination, parce qu'au final, cette partie GovCheck application mobile n'est pas vraiment liée à la blockchain. C'est juste l'évolution pour que GovCheck devienne un outil de vérification blockchain qui s'est développé. Mais en soi, la blockchain derrière pourrait totalement, ou même retirer du projet, cette coordination et cette évolution des applications gouvernementales pour inclure des communes aurait pu être faite d'une autre manière, plutôt en garantissant l'indépendance du projet. C'est juste la blockchain qui a eu un moteur aussi de voilà, on va se mettre ensemble, on va avancer. Donc là, j'ai présenté un peu le projet. On va quand même parler un peu du rôle d'Intech. On est beaucoup d'Intech ici, pour Lux.io. Et déjà, pour commencer, nous, Intech, on fait de l'accompagnement et du conseil sur la première partie du projet. Donc, on les aide surtout à mettre en place leur architecture technique, avec le nombre de nœuds qu'on va déployer et comment s'interconnecter, gérer la redondance, etc. Et aussi configuration, installation, c'est un peu pareil avec on a mis en place l'architecture, mais après on les a aussi aidés à l'installer. Comme je dis, on a beaucoup d'outils open source qu'on n'a pas réécrits. Et voilà, pour les nœuds Ethereum, par exemple, pour un block explorer qui permet de visualiser les transactions sur la blockchain. Et puis le développement aussi, une grosse partie de dev sur ce projet. Pour les smart contracts, voilà. Là il y a des librairies, mais on a aussi implémenté pas mal de contrats métiers pour stocker ces documents et comment les lire, potentiellement les modifier, les révoquer.
et un outil de monitoring. Alors, l'outil de monitoring, en fait, ici, hop, non. Je vais montrer un truc qui existe. Dans les blockchains publiques, j'espère qu'on voit à peu près, on a beaucoup d'outils de monitoring qui permettent de visualiser la blockchain, comment elle se comporte. Et ici, on aurait voulu utiliser de l'open source pour monitorer cette blockchain, mais il y a beaucoup d'informations dans les blockchains publiques qui ne nous intéressent pas, comme la difficulté qui dépend en fait du consensus. Les blockchains publiques, toujours en concurrence, et la difficulté représente la quantité d'énergie qu'il nous faudrait pour pouvoir miner un bloc. Et les oncles ici, par exemple, représentent aussi le nombre de blocs qui est mis à peu près en même temps, qui sont en concurrence. Et s'il y en a dans la blockchain publique, c'est normal, c'est une information. Dans la blockchain privée du Luxembourg, on a un système de vote où chacun à son tour, on va mettre des blocs. S'il y a des oncles qui apparaissent, ce n'est pas une information « OK, il y en a des oncles », c'est une information critique qui va montrer que la personne qui devait voter a émis son bloc, mais son suppléant a aussi émis un bloc, ils sont en collision, et ce qui veut dire que dans le réseau, il y a un problème. Et cette information-là, ce n'est pas juste on l'affiche sur un graphe, c'est on émet une alerte pour dire là, il y a un problème de réseau, et ce réseau, on peut le détecter aussi. De manière que ces outils open source, les connexions avec d'autres nœuds ne sont pas forcément analysées. Des connexions, on a 25 peers ici. Nous, dans notre outil monitoring, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui sont nos peers, si on les connaît tous, et d'analyser toutes ces données-là et d'extraire une intelligence sur cette chaîne pour l'analyser. Voilà un peu là, vous montrer concrètement ce qu'on développe. Ça, c'est une maquette qui avait été dessinée par Damien Visca sur notre proposition de monitoring, basée un peu sur la vision publique qu'on avait, mais avec beaucoup moins de graphes qui ne nous serviraient pas, et des graphes nouveaux comme le Mesh Network ici, qui représenteraient en fait l'état du réseau, mais par entité, avec par exemple les data centers du Ziggy connectés au data center du CTIE, et potentiellement avec des liens rouges ou orange pour dire là tous les nœuds sont interconnectés, là quelques nœuds sont déconnectés, est-ce que c'est du réseau, est-ce que c'est juste le nœud qui est tombé? Et toute cette intelligence qu'on peut avoir et proposer en plus pour suivre cette blockchain qui a un rôle vraiment critique aussi pour toutes les émissions de documents. Et dans le futur, en fait, cette chaîne, parce qu'on a parlé presque un POC au final sur les émissions de documents, petits points rouges dans la blockchain, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, se réintégrer plus d'acteurs, parce qu'une blockchain à deux entre le Ziggy et le CTIE, ce n'est pas forcément super intéressant. Donc on pourrait rajouter les ministères, comme l'éducation, on a évoqué précédemment, ou la CSSF, la CNF, et potentiellement dans le futur, qu'on commence un peu à évoquer, même si c'est vraiment encore dans un futur lointain, des acteurs privés comme des banques ou autres. Et puis différents use cases. Et dans ces use cases qu'on évoque souvent pour l'évolution de ce projet, ce sont en fait surtout principalement plus de documents certifiés, encore plus de documents certifiés ou à vérifier. Et aussi, qui a été évoqué au début du projet, est-ce que une inclusion du citoyen serait possible? Parce que cette blockchain, là quand j'en parle, c'est le gouvernement qui va certifier les documents et proposer une application pour les vérifier, mais potentiellement ces documents aussi peuvent être signés par les citoyens, et est-ce que le citoyen pourrait faire des signatures numériques dans cette blockchain? C'est une évolution possible de cette blockchain. Avec les signatures, même consultation directe aussi, on va parler d'applications mobiles pour vérifier et potentiellement ouvrir l'accès à cette chaîne directement pour vraiment encore plus de transparence. Voilà, merci pour votre attention. On peut passer aux questions-réponses.